Démocratique du Congo doit compter aussi avec cette diaspora disséminée à travers le monde pour son développement. La diaspora, cette catégorie qui non seulement génère un flux financier annuellement, mais pas que. Il y a les idées, il y a l'expertise qu'elle est censée ou qu'elle ramène pour pouvoir construire ensemble avec les frères restés sur place. Mais alors, quelle est la qualité de cette diaspora? Quel est le degré d'intégration ou d'appropriation de la chose publique dans le chef de cette diaspora? Quelle est sa qualité, pour ne pas nous répéter? C'est ce dont nous voulons en parler aujourd'hui, surtout à la veille des élections, parce que nous sommes à l'année électorale. Madame, Monsieur, bienvenue à ce dossier de la rédaction. Bienvenue Alain Bouma. Merci Julie Sefou. Notre invité, voulais-je dire, de ce nouveau numéro de votre magazine Dossier de la rédaction n'est autre que Monsieur Matala Nkongolo Junior. Il est de la diaspora congolaise des États-Unis d'Amérique. Il est membre du comité fédéral des l'UDPS États-Unis d'Amérique. Bienvenue, Monsieur Matala Nkongolo Junior. Merci, mon frère, je vous en prie. Alors, comment déjà ça se passe dans votre pays d'accueil entre la communauté congolaise? Comment se traite? Comment est-ce que vous abordez? Quel regard les Congolais, on va dire comme ça, de la diaspora, les Congolais des États-Unis ont de leur pays, de plus en plus? Merci, madame, pour la question. D'entrée de jeu, je vais vous dire que les Congolais, partout ailleurs, spécialement aux États-Unis, nous avons un œil regardant dans notre pays. Parce que nous n'avons que cette nation. Et notre nation nous a formés pour aller à l'extérieur. Et nous avons un attachement à notre pays, à notre patrie. C'est la raison pour laquelle nous avons toujours été informés de ce qui se passe au pays. Et nous sommes sortis ailleurs pour chercher mieux, faire mieux et puis revenir au pays apporter notre soutien. Et maintenant, quand vous rentrez, vous rencontrez ce à quoi vous vous attendiez ou finalement c'est la désillusion? Bon, il y a un peu de deux, hein, parce que il faut reconnaître qu'il y a un changement qui est en perspective. Donc la question que je demande aux Congolais de se poser est de savoir si 4 années passées et maintenant, est-ce que vous vous sentez mieux que 4 années passées? Ça, c'est la bonne question à se poser. Mais il y a toujours, comme on dit, la vie, en anglais on dit souvent « Life is like a bicycle. You need to keep on pedaling for you to move forward ». Ça veut dire que la vie, c'est comme la bicyclette. La bicyclette a 2 pneus et pour maintenir la balance, il faut continuer à pédaler. Donc, j'encourage les Congolais à continuer à pédaler et foncer vers l'avenir parce que la vie n'est pas parfaite, mais elle peut être perfectionnée. Et voilà ce que je peux dire dans le bleu. Nous avons vu des avancées significatives. Il y a des choses positives qui s'opèrent dans ce pays, mais ce n'est pas tout, parce que nous venons très loin. Le gouffre dans lequel nous nous retrouvions plusieurs années passées, ça va nécessiter beaucoup de temps pour pouvoir nous en sortir la tête haute. Voilà. Voilà, il y a... Bon, on vous a présenté comme membre de la diaspora congolaise des États-Unis d'Amérique, mais aussi à la diaspora de l'Europe. Selon vous, quelle est la différence entre vous, Congolais qui vivez aux États-Unis, et ceux qui vivent en Europe? Banapoto. OK. Voilà, vous l'avez dit tout à l'heure, Banapoto, quand on fait allusion à Poto, on fait allusion à l'Europe. Alors... Kuneza States. Kuneza States, bien évidemment. Donc, il y a déjà cette différence de culture, n'est-ce pas? Bon, sans pour autant critiquer parce que je fais des tours en Europe, j'ai au moins vu ce qui s'est passé. Mais il y a toujours une différence, il faut toujours faire la part des choses. Il ne faut pas englober les tout au même moment, et sinon on risque de faire une fausse analyse et donner de mauvaises informations. Alors, moi, je ne peux parler que des États-Unis. Aux États-Unis, nous avons, premièrement, c'est un grand pays, c'est un continent, n'est-ce pas?
Et c'est là notre difficulté, bien évidemment. Et peut-être on va parler aussi des enrôlements, comment ça s'est passé. Donc il fallait faire la part des choses. Chez nous, là-bas, d'abord, c'est la culture des Américains est différente par rapport à la culture des Européens. Au niveau des États-Unis, la culture, c'est le travail, le mérite, n'est-ce pas? Parce que c'est un pays des expatriés. Tout le monde qui vit aux États-Unis est venu d'ailleurs. Il n'y a aucun autochtone, si seulement ce n'est pas les Indiens eux-mêmes, n'est-ce pas? Donc, vous avez l'opportunité d'émerger, et si vous voulez. Et donc, j'ai toujours conseillé à mes amis, à mes frères et sœurs congolais qui viennent aux États-Unis, de pouvoir chercher à s'intégrer d'abord. Pour s'intégrer, il faut savoir la langue. Quand vous connaissez la langue, vous allez aller aux études, et vous allez faire les études, et vous allez émerger, et vous allez vivre décemment aux États-Unis. Voilà, le secret des États-Unis, c'est simple. Il n'y a pas de discrimination sur ce plan-là. Si vous vous intégrez, vous faites la part des choses, et vous allez émerger, et les études, c'est la clé de tout. La clé passe partout. Dans ce système anglo-saxon, parmi ce qui est positif, il y a un niveau de pragmatisme, n'est-ce pas, qu'on n'a pas forcément chez les francophones. C'est ce qu'on dit. Quelle est votre lecture? Les autres parlent beaucoup plus, mais posent moins d'actes. Mais vous, de par votre intégration, vous êtes convaincu que vous êtes beaucoup plus apte à poser plutôt des actions. Voilà, vous avez comme les Américains disent, you nail it. Ça veut dire que vous avez cloué la question. Moi, précisément, par mon expérience, nous avons eu des formations dans les écoles catholiques ici, parce que j'étudie à Malula, à Saint-Raphaël, collège Bonsomi, tout ça, et nous avons eu une formation. Et c'est que je constatais, les Américains, et ils sont plus pragmatiques. Hein. Quand ils vous posent une question, et vous pouvez justement manquer du travail en essayant de tournoyer autour de la question. La question, c'est yes or no question. You need to answer yes or no. Ils n'ont pas besoin d'explication. Non, c'est le milieu. Voilà. Donc, les Américains sont un peu plus pragmatiques. Vous le connaissez ou vous ne connaissez pas et vous jugez par rapport à ça. Et par contre, au niveau de la formation que nous avons eue ici, de la formation belge, et on a tendance à tournoyer, à danser autour de la question, tout ça. Et comme disait l'Américain, time is money. Tu peux perdre de l'emploi si tu perds du temps à répondre à la question. Voilà. Les Américains sont plus pragmatiques, ils sont dans les concrets, n'est-ce pas? Si vous savez faire, vous méritez. Si vous ne savez pas faire, vous ne méritez pas. Ils ne vont pas tournoyer, ils ne vont pas vous caresser dans le sens de poil. Ils vont vous dire clairement si vous êtes acceptable dans la société ou vous n'êtes pas. Et à mon humble avis, je pense que c'est la méthode que l'on doit appliquer ici au Congo, parce que d'habitude, au Congo, c'est que moi j'ai toujours constaté, c'est le fait qu'on a tendance à chercher à go around the bush, comme disait l'Américain, like chercher à plaire, des détours, plaire. Je vais donner un exemple. Allez-y. Si moi, Matala Congolo Junior, j'ai un problème, j'ai arnaqué quelqu'un par exemple, n'est-ce pas? Vous allez constater ici au Congo, je vous ai arnaqué madame, et quand nos amis vont venir, ils vont toujours nous chercher le juste milieu, n'est-ce pas? Ils vont dire, ok, vous êtes frères et sœurs, essayez d'arranger au lieu de me condamner moi, Junior, n'est-ce pas? C'est ça ce qui fait défaut. Il faut d'abord condamner, c'est ça l'Américain. Tu as commis une bavure, tu es en erreur, on te condamne toi, on te dit voilà, toi tu es fautif, tu dois réparer avec madame. Mais ici au Congo, qu'est-ce qui va se passer? Comme on dit souvent, Bobo Mamoto, et Bozaka, Bandeko, tout ça, et ça n'avance pas les choses. Et moi, Junior, je ne vais pas apprendre de mes erreurs. C'est ça le système qu'on doit changer ici aux États-Unis, être plus ici au Congo, être plus pragmatique, dire les choses, présenter les choses telles qu'elles se présentent, et éviter aussi dans le monde politique ce qu'on appelle, depuis la Deuxième République, les Djalelo. Voilà. Essayer de caresser les gens dans le sens du poil au lieu d'être clair et net dans ce que l'on veut faire pour faire avancer les choses dans ce pays. Pourquoi avez-vous besoin de mettre en place une fédération de l'UDPS aux États-Unis? Bon, de toute façon, l'UDPS,
quand il a été créé depuis 1982, le 15 février, c'était un parti politique qui a été déjà créé dans la clandestinité. Voilà, de son vivant, le président Mobutu avait dit qu'il n'y aura pas de parti politique. Et bon, je vais vous épargner les détails de tout ça. Et vous allez vous en rendre compte qu'avec cette situation, le parti ne pouvait pas vivre sans l'assistance de l'étranger, n'est-ce pas? Et c'est comme ça que dans chaque pays au monde, il y avait au moins une fédération qui pouvait venir en aide au parti au niveau du pays ici. Et les États-Unis n'en fait pas une exception. Aux États-Unis, nous sommes parmi les fédérations les plus importantes plutôt. Et puis, nous avons travaillé d'arrache-pied pour pouvoir arriver où nous sommes aujourd'hui. Si vous vous souvenez, après les élections de 2018, vous allez constater que les États-Unis étaient parmi les grandes puissances du monde à accepter ces élections. C'était par rapport à la contribution de notre fédération au niveau des États-Unis. Donc, nous travaillons dans l'ombre et malheureusement, je suis toujours indigné du fait que notre parti ou bien nos membres au niveau national ont souvent tendance à ignorer les travail que nous avons abattu au niveau de l'extérieur. Mais je comprends, cela a été fait à dessein. C'est pour créer cette animosité entre la fédération, comment on dit, la diaspora ou bien la fédération extérieure, et pour juste pour leur fin personnelle. Mais je demanderai à la population, les membres de notre parti, d'utiliser le cerveau, essayer de réfléchir et voir comment c'est ça, aller peut-être que d'avant. vous n'avez pas suffisamment communiqué là-dessus, parce que apprendre que vous aviez aussi poussé par des lobbying là-bas, c'est intéressant, parce que les dividendes, on les tire ici directement, sinon on dirait ah bon, c'est une diaspora amorphe, donc peut-être que vous n'avez pas suffisamment communiqué là-dessus. Mais là où on sait quand même des choses, c'est que ceux qui viennent de l'extérieur, bah évidemment, ça dépend du niveau d'intégration, de ce qu'on ramène et tout ça. Mais on sait beaucoup plus que ceux qui sont revenus pour construire ont ramené aussi ce qu'il ne fallait pas, ce qu'on condamne quand même quelque part. Vous vous sentez à l'aise à être de la diaspora, à vous présenter comme ça? Oui, je me sens super à l'aise. Je vais vous donner des faits concrets de ce que l'on a fait, nous, au niveau des États-Unis, n'est-ce pas? Allez-y. Alors, premièrement, nous, en tant que Fédération des États-Unis, on s'est battu. Vous êtes des journalistes, vous savez mieux que moi, qu'on faisait face à un régime qui était vachement féqué, n'est-ce pas? Mais malheureusement, ils n'avaient pas de stratégie en place. Ils avaient de l'argent, mais au niveau des États-Unis, c'est différent. C'est que l'on a fait dans notre Fédération des États-Unis, on a pu communiquer clairement avec les électeurs des sénateurs et de representatives. Ici, vous appelez les députés nationaux. Les Américains sont très sensibles à l'information et à ces électeurs. Ce n'est pas question d'argent. Ce que l'on faisait, on regroupait les jeunes. Moi, j'aime toujours qu'on m'appelle Monsieur Cool. Je n'aime pas brandir ma fonction parce qu'il y a eu le professeur ici qui n'ont jamais été à la hauteur. Je n'aime pas me présenter en tant que tel. Je me présente toujours en tant que citoyen congolais qui aime son pays et qui veut faire mieux pour son pays. Et le travail que nous faisons, nous avons eu l'opportunité d'encadrer et d'enseigner, de donner la connaissance à diverses personnes au niveau des États-Unis, les Européens, les Africains, les Asiatiques. Et on a pu mettre tout ce monde ensemble, expliquer la situation du Congo. Et ce qu'on faisait, on faisait les headquarters, les quartiers généraux, là où on mettait les jeunes Américains et expliquer les problèmes du Congo. Leur travail était justement d'appeler leurs sénateurs et leurs députés nationaux. Et dès que vous appelez le bureau d'un député national une fois, 2 fois, 4 fois, ils sont déjà alertés. Ils savent que, voilà, il y a une situation critique, on doit prendre une solution pour ça.
Et on s'est battu, je m'assieds le nom de tout ce monde-là que le régime précédent avait placé en place. Et on a fait cet effort et notre leader a été accepté. On a pu prendre des contacts avec des autorités américaines, on a frappé de portes de sénateurs, de députés nationaux, tout ça, et on a vendu notre produit, n'est-ce pas? Et après ça aussi, on a un peu sensibilisé les fonds pour pouvoir aller aux élections et gagner les élections. Vous voyez, ça c'est justement quelques exemples de contributions que nous, de la Fédération des États-Unis, nous avons pu apporter ici. Malheureusement, on est vilipendé ici et certains d'entre nous ici à Kinshasa disent que voilà, et il n'y a que les gens, les combattants qui sont sortis sur la rue, ils ont avalé des gaz, qu'ils ont contribué, mais ce n'est pas ça. Et nous tous, nous ne négligeons pas leur combat et nous avons apporté aussi ce que nous pouvons. N'est-ce pas? C'est ce que l'on a fait. C'était une première pour la CENI d'organiser l'enrôlement aux États-Unis d'Amérique, en Europe, en Afrique du Sud, tout ça. Vous, aux États-Unis, comment ça s'est déroulé, ces opérations? Bon, pour être franc avec vous, on peut faire mieux. Hein? Donc, ce n'est qu'un début. On ne peut pas être très rigoureux à leur regard parce que ce sont des opérations pilotes, bien évidemment. Mais c'est qu'on a fait ce que l'on pouvait, essayer de mobiliser, mais on était buté à un problème. Lequel? Le problème est que les États-Unis, c'est un pays continent, n'est-ce pas? Et nous avons l'ambassade des États-Unis qui se trouve chez nous à Washington, n'est-ce pas? Et imaginez-vous, pour quitter de Texas, pour venir vous enrôler à l'ambassade des États-Unis, à l'ambassade du Congo aux États-Unis à Washington, vous pouvez prendre 5 heures de vol. Si vous roulez, vous allez faire 12 heures, 18 heures, n'est-ce pas? Donc c'était ça d'abord le problème, n'est-ce pas? Et pour que les gens viennent s'enrôler, ça va poser problème. Et de deux, comme je disais tantôt d'entrée de jeu, il y a différentes cultures, tout ça. Les États-Unis et l'Europe, c'est vraiment différent. Les gens ont la culture de travail. Les gens travaillent d'arrache-pied là-bas. Et pour venir vous enrôler, vous devez prendre les days off, demander l'autorisation auprès de votre employeur, tout ça. Et on était buté à ces problèmes. Maintenant, on fait de notre mieux. Notre fédération, c'est qu'on a fait, on a organisé de marches, on a organisé de bus pour aller récupérer les gens dans différents des États pour les ramener au niveau de Washington pour s'enrôler. Donc on a fait ce que l'on pouvait. Résultat, combien d'enrôlés aux États-Unis? Les résultats n'étaient pas ce qu'on s'entendait. Donc on s'est enrôlé à moins de 1000 personnes là-bas aux États-Unis. Bon, je ne connais pas vraiment le nombre des enrôlés, mais je sais que ça variait entre 500 et 1000, entre 500 et 1000. Alors cette même cause pourra produire le même effet lors du vote parce que la procédure sera la même. Il faut aller à l'ambassade pour voter. Bien évidemment, et ce que l'on a fait, on a été proactif, on a fait un rapport, on a parlé avec nos dirigeants ici au pays, on a fait des propositions. Maintenant, c'est à eux de prendre des dispositions pour pouvoir ajuster les tirs pour gagner haut la main au niveau des États-Unis. C'est à eux de voir et c'est à eux de faire. Parce que nous, notre travail, c'est limite à ces niveaux-là. On est sur place, on connaît le fait, on a vécu ça, on a de l'expérience, on communique, on fait les rapports. C'est à eux maintenant de faire leur travail. S'ils prennent en considération nos recommandations, on va faire un bon travail. Si, comme on a l'habitude ici au Congo, comme on dit l'expression courante à Lingala, vas-y dossier, Vandeliango, c'est leur problème. Et nous, on a déjà fait notre travail, on a notre conscience tranquille. C'est quoi, entre autres, ces recommandations en passant? Bon, les recommandations qu'on avait dit, par exemple, si l'enrôlement se faisait au niveau de communauté, n'est-ce pas? On a les consuls, on fait l'enrôlement dans chaque communauté, on a des bureaux d'enrôlement dans chaque communauté.
l'enrôlement à proximité, n'est-ce pas? Ça va épargner, ça va aider les gens à pouvoir s'enrôler sans difficulté. Par exemple, aux États-Unis, on a beaucoup de fuseaux d'horreur, n'est-ce pas? Et les temps aux États-Unis, ce n'est pas la même chose. Par exemple, à Washington, si on est 17 heures, et à Texas, c'est 15 heures. Si on est 8 heures, c'est comme ça, les Américains même disent, East Coast, l'Est des États-Unis, c'est réveille tôt, c'est là où il y a New York, Washington et l'autre. On enseigne les gens de la Californie, au niveau de l'Ouest, de se lever plus tôt. Et si vous vous levez tard, le marché commence déjà à opérer, n'est-ce pas? Ouais. C'est un peu ça. Voilà, vous avez déjà votre, donc je parle là de l'UDPS, votre cheval gagnant pour la présidentielle prévue en décembre prochain. D'aucuns estiment que le bilan du chef de l'État est mitigé, voire même négatif. Votre avis? Oui, avec bien sûr la vision de la diaspora. Bon, la vision, elle est aussi simple. Je venais de résumer cette vision tout à l'heure d'entre-deux-jeux. Je disais tantôt là que nos Congolais, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est poser cette question. 4 ans passés, et maintenant, est-ce que le Congo a fait un pas vers l'avant, a régressé, ou bien elle est restée statique? Il faut être conscient et puis être sincère. Vous avez vu, même au niveau des États-Unis, on reconnaît que le Congo est en train d'émerger. Mais nous étions dans un trou trop profond. Et ça va prendre un peu de temps pour pouvoir palper du doigt ces changements sur le plan social, n'est-ce pas? Vous avez vu, aujourd'hui, au niveau de la diaspora, je vais vous dire avec sincérité, nous qui vivions aux États-Unis, en Europe ou bien ailleurs, on avait honte de dire que nous sommes des Congolais. Maintenant, pour vous qui étiez réglo, quoi, oui, c'est honteux. Hein? Absolument. On s'est caché, on se disait, voilà, moi je vous dis avec franchise. Hein, parce que les Congolais, c'est celui qui se dépigmente la peau. Non seulement ça, c'était aussi par rapport à l'état de notre pays, n'est-ce pas? Les dirigeants de notre pays, tout ça, avec tout ce qui s'est rencontré autour de notre nation, on avait du mal à admettre qu'on est du Congo. Mais aujourd'hui, tout le monde au niveau de la diaspora est fier d'être congolais. Ça, c'est déjà un grand pas. Ça, c'est déjà un grand pas. Vous allez voir que c'est de la volonté politique au niveau de notre chef suprême, n'est-ce pas? Mais ce que l'on doit faire, il n'est pas parfait, et il ne peut pas changer un pays à coup de baguette magique. Ce qu'on doit faire, c'est apporter un soutien, et c'est comme ça que nous avons écouté son appel. Moi, Junior Matala Kongolo, je me suis dit, je dois faire marche arrière. Je vous garantis, je fais marche arrière pour venir aider à notre pays. Et si nous donnons la connaissance aux Chinois, les Européens, les Américains, et je me pose la question, et notre peuple, d'où nous venons, nos racines, qui va le faire? Et le président a dit aux jeunes que nous sommes, revenez, apporter un plus dans notre pays. On va les mettre à défi, c'est ce que l'on va faire. On va revenir, apporter notre pierre et voir si on va conduire les pays vers l'avant. Il a besoin de soutien. Tout à l'heure, vous aviez dit que même les États-Unis reconnaissent que le Congo émerge, n'est-ce pas? Mais qu'en est-il en retour des investissements américains? C'est compliqué. Ils ont du mal, les particuliers, les investisseurs ont du mal à se décider. Le déclic n'a pas encore été fait. Voilà. Ça, c'est vraiment important. Parce que, je vais vous dire ceci. Les investisseurs ne peuvent venir. Je vais vous donner un exemple de la Chine, n'est-ce pas? Aujourd'hui, tout le monde encourage la Chine, n'est-ce pas? Ils disent que la Chine est une de grandes puissances économiques.
Et comment la Chine est arrivée là? Si vous informez, vous le connaissez bien évidemment, beaucoup des entreprises américaines sont allées s'installer en Chine, Oui. n'est-ce pas? Oui. L'économie de la Chine a été renforcée par rapport aux investissements américains. Et pourquoi les Américains sont partis là-bas? 2 raisons. La première des raisons, c'est d'abord les taxes, les impôts, n'est-ce pas? La main-d'œuvre, ouais. n'est-ce pas? Ouais. Mais la main-d'œuvre formée. D'où l'éducation, elle est tellement importante, n'est-ce pas? Vous allez voir la Chine et l'Inde aujourd'hui, les investisseurs vont là-bas parce qu'ils savent qu'il y a la main-d'œuvre qualifiée. D'où, pour que les investissements puissent arriver ici, on doit commencer par former la main-d'œuvre. Bien évidemment, l'éducation. C'est ce que moi, je viens ici pour proposer, la réforme éducative. Allons-y sur la réforme, parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que vous êtes professeur de chimie. Les sciences exactes, c'est pragmatique, hein? Chez nous, on n'est pas exact dans nos projets, dans nos programmes, dans notre approche. Dans le respect des principes. Des principes. Voilà, donc la réforme éducative, elle est super importante, très importante. Ce que nous proposons, parce que vous allez vous en rendre compte, l'éducation est la pierre angulaire même du développement. Oui. Et l'éducation, vous allez vous en rendre compte que elle est un peu. L'éducation jouera un rôle crucial sur l'avenir d'une nation. Et nous proposons 5 clés pour l'éducation. D'abord, sur le plan de l'infrastructure. Le bâtiment que nous avons, nous pouvons rénover ces bâtiments et en construire d'autres. Une éducation de proximité. Vous allez vous en rendre compte, si on fixe l'éducation, on va fixer le problème de transport, on va fixer le problème de sécurité, on va fixer le problème de l'économie, on va fixer le problème de l'agriculture. Je vais vous donner des détails sur ça. Au niveau des écoles, par exemple aux États-Unis, si seulement ici au Congo, on avait un temps pour les études, les écoles, mettons par exemple de 9h à 15h, vous allez vous en rendre compte, avant 9h, les employés peuvent aller au boulot et tout ça, et il n'y aura pas de trafic, les embouteillages. À partir de 9h, les élèves vont à l'école et à 15h, ils rentrent. Les travailleurs sont au boulot. Les travailleurs sont au boulot, voilà. N'est-ce pas? Et maintenant, au niveau des écoles, ce qui se passe aux États-Unis, au niveau des écoles, on inclut tout. On inclut les sports même là-bas à l'intérieur. C'est comme ça que vous sentez que les États-Unis, quand ils vont aux Jeux Olympiques, il y a toujours les Américains qui gagnent. Tout est inséré au niveau de l'éducation. Le sport, même l'armée vient faire le recrutement au niveau des écoles. Vous voyez? Donc les élèves sont formés déjà à aimer leur patrie et servir leur nation. Vous allez sentir que même l'armée, on va avoir une armée professionnelle parce que ça sera une armée de gens éduqués. Même les gens qui jouent au basketball que vous voyez ici aux États-Unis, des États-Unis par exemple, vous ne pouvez pas aller dans une équipe professionnelle sans pour autant aller à l'université. Vous sentez que vous avez déjà des athlètes qui ont une formation et dès qu'ils finissent leur carrière, ils peuvent devenir des entrepreneurs. On peut implémenter la même chose ici au Congo, n'est-ce pas? Et vous allez aussi voir, même le sport, le karaté, le football, si on inclut tout ça au niveau des écoles, les entraîneurs, les maîtres, les boxeurs, ils sont engagés au niveau des écoles, ils travaillent pour les écoles, ils forment les élèves aux écoles. Et les élèves ne vont pas faire l'école buissonnière pour aller faire la part des choses. Est-ce que je dois aller jouer au foot ou bien je dois étudier?
Et tout est inclus à l'intérieur. Et dès qu'ils sortent des écoles, vous allez avoir des athlètes bien disciplinés, bien formés, parce que après les sports, ils doivent être utiles à la société, parce qu'il y a l'âge pour ça, n'est-ce pas? Vous voyez, dans tout ça, même l'agriculture, parce qu'au niveau des écoles, il y a la nourriture, les cantines, tout ça, la restauration, et la communauté autour de ces écoles, ils vont promouvoir comment on dit, la nourriture au niveau des écoles. Et ça fonctionne, ça se vend à l'école, il y a de l'emploi. Et l'économie tourne comme ça. Ça, ce sont des exemples typiques qu'on peut instaurer ici au Congo, et ça fait faire avancer les choses ici. Dans votre réforme éducationnelle, vous incluez la gratuité de l'enseignement. Jusqu'à quel niveau? Bon, la gratuité de l'enseignement, c'est déjà inclus jusqu'au niveau de l'école humanitaire. Voilà, jusqu'au niveau des états, comment on dit ici? Huitième, n'est-ce pas? Parce que, et puis, on apporte aussi ces systèmes de bourses, vous voyez, pour essayer de créer cet équilibre. Nous qui avons étudié dans des écoles jésuites, je me souviens quand on était à Bonsomi, on avait des mineurs, on payait le frais par catégorie, n'est-ce pas? Mais maintenant, les gens qui ne sont pas en mesure de se financer au niveau des écoles, ils auront du mal à avoir la bonne éducation. Ouais. Il y a aussi cet aspect de la formation des enseignants, n'est-ce pas? Aujourd'hui, vous voyez, on dit que le monde éducatif est corrompu. On va inverser les choses. On va bien payer les enseignants et on va demander plus. Il y aura un système d'évaluation des enseignants, n'est-ce pas? L'enseignant est payé sur base du nombre d'étudiants qui passent des examens. Parce que nous, quand on étudiait ici, on disait un grand pauvre, c'est lui qui fait échouer beaucoup des élèves. Et maintenant, quand vous inversez le rôle, l'enseignant, vous le rémunérez mieux sur base de résultats de ses élèves. Et vous voyez, maintenant, l'enseignant, il est censé de bien dispenser le cours parce que si ses élèves échouent, il perd son emploi. Exactement. Mais l'enseignant ne peut pas corrompre 40 élèves. Mais quand l'enseignant se met au centre de tout, les élèves viennent corrompre l'enseignant. Vous voyez déjà ce qu'il fait. Et puis cet enseignant, avant d'être enseignant, il doit passer les tests. C'est vraiment inacceptable que lui-même, qui enseigne par exemple la chimie, ne peut pas passer cet examen de chimie. Donc pour engager cet enseignant, il doit au préalable passer ces tests peut-être à 80%. Pour savoir qu'il est en mesure, il a la connaissance pour donner ses cours. Voilà certains exemples de ce que l'on aimerait faire ici au Congo, dans le monde éducatif. Vous êtes politique, donc membre du comité fédéral de l'UDPS, États-Unis d'Amérique. Vous avez des ambitions politiques? Oui, j'ai des ambitions politiques maintenant, parce que je vais vous donner ce qui m'a révolté et que, au départ, on voulait rester loin de ça, n'est-ce pas? Pour aider une nation, on n'est pas forcément obligé de s'impliquer dans la politique. Exactement. Et à 3 reprises, j'ai amené des projets parce que avec le travail que j'ai fait, on a quand même un cahier des charges, certains étudiants que vous avez donné connaissance, tout ça, ils sont devenus des entrepreneurs, des fois ils vous contactent par rapport à votre pays. J'ai amené 3 projets ici au Congo, la rénovation du stade du 20 mai, la cimenterie au niveau de Kasaï oriental, et puis il y avait un projet de cabine photovoltaïque. Et on a amené cela ici au pays, et on était buté à un problème parce que les gens n'avaient pas encore compris, n'est-ce pas? Pour eux, il y avait eu de blocage, pour eux, ils comprenaient qu'il fallait toujours de pots de vin, tout ça, et nous avons différentes cultures. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris qu'il
il faudrait avoir la place sur la table pour pouvoir aider le pays. Et c'est le travail que nous aimerons faire. Et comme le président a fait appel aux jeunes pour pouvoir aider, et c'est comme ça qu'on fait marche arrière pour venir aider notre nation. Donc vous êtes sûr que sur la liste, parce que la procédure, c'est qu'il faut des listes des partis. Est-ce que vous êtes déjà fait inscrire ou bien vous espérez ou vous présenteriez en indépendant? Comment ça se passerait? Non, on suit la procédure normale. Ouais. Je fais partie d'un parti politique. Oui. On poursuit la procédure normale. Et nous avons confiance que ce sont des personnes de bonne moralité. Ils vont faire les choses en bonne et due forme, n'est-ce pas? Et vous avez parlé du changement. Il ne faut pas que les gens puissent se tromper. Ce qui s'est passé avant, et ce n'est pas la même chose. Il ne faut pas que les gens puissent croire qu'il y aura des députés élus ici. Vous devez mériter. La publication va se faire bureau de vote par bureau de vote. D'où, comme aux États-Unis, il y a déjà un recrutement. Les pays, les démocrates, les républicains, ils vont faire un recrutement de candidats potentiels. Ce n'est pas par rapport à la connaissance, c'est par rapport à votre capacité de mobiliser les gens sur terrain. Parce qu'on a besoin de voix, on a besoin des gens qui savent mobiliser les gens. Ce n'est pas parce que moi je te connais, toi, je vais te mettre sur la liste. Moi, je suis serein, qui vont se rendre compte, ils vont faire les choses en bonne et due forme. Au contraire, on ne peut pas s'attendre à un changement. Comme les Américains disent, insanity is doing the same thing over and over and On a over beaucoup again. appris. Ça sera votre dernier mot ou vous en Voilà, avez un autre? Voilà, c'est justement ça, c'est les derniers mots. Donc, c'est que je disais, l'insanité, l'insanité, c'est voilà. Dans la Donc, tête. donc, c'est faire la même chose de la même manière pendant beaucoup de temps. Vous espérez un résultat différent. Voilà. Professeur Matala Kongolo Junior, je rappelle que vous êtes membre du comité fédéral de l'UDPS États-Unis d'Amérique. C'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de dossier de la rédaction. Merci beaucoup. Le plaisir est partagé. Merci, Julie Sefou. À bientôt. Merci. Bye bye. Madame, Messieurs, c'est la fin de ce dossier et d'action. Merci.